Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission Sur la brèche. Pour décrypter l'actualité de la semaine, une personnalité du monde de la presse. Il est journaliste, il porte le même prénom que moi, mais la comparaison s'arrête là. Vraiment, Jérémy Sigué est éditorialiste, ancien directeur de la presse présidentielle, ancien directeur général de la presse écrite, aujourd'hui devenu Sidoya, homme de radio, fondateur d'un groupe de presse, les éditions Le Pays. Monsieur Sigué, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Que de chemin parcouru depuis le premier numéro du journal Le Pays en 91, si je ne m'abuse, jusqu'à ce jour. Il est communément admis que la libération théorique de la parole journalistique suppose une libération politique. Est-ce que vous direz du Burkina de 2016 que l'état de la liberté politique y a permis de libérer la parole des journalistes? Je réponds par l'affirmative. C'est peut-être enfoncer une porte ouverte que de le dire. La liberté de la presse est aujourd'hui loin de ce qu'elle était avant les années 90. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est même le rapport 2016 de Reporters sans frontières qui fait du Burkina Faso le premier pays en matière de liberté de la presse. Et dans l'espace francophone, je pense effectivement qu'il faut à César ce qui est à César. Le peuple burkinabé, par son combat, à travers la composante monde de la presse, a fait évoluer très positivement. Nous sommes 46e au plan mondial. Voilà. Et 46e au plan mondial. Premier dans l'espace francophone et 46 sur le plan mondial. Donc c'est vraiment un chapeau qu'on doit tirer au combat que mène le peuple burkinabé en général et le monde de la presse en particulier. Et je mets dans le monde de la presse notamment les organisations des travailleurs des médias de ce pays. Vous avez connu le monolithisme médiatique et le règne de la pensée unique. Acteur vous-même de ce type de journalisme d'accompagnement, selon l'expression de Yacouba Traoré, vous avez dirigé la presse présidentielle et les médias d'État. Alors, quel regard vous jetez aujourd'hui sur cette période de votre vie professionnelle? C'est un regard, j'allais dire, critique que je veux faire. Et je disais tantôt que l'évolution a été extrêmement concrète, tangible, dans le très bon sens. Avant, effectivement, il fallait écrire en faisant attention au prince régnant. Mais aujourd'hui, même dans les médias d'État, cela a sensiblement changé. Et je crois que c'est tout le sens d'ailleurs du combat que continue de mener le Sénatique aujourd'hui pour que la liberté de la presse soit un vécu quotidien au niveau des journalistes de ce pays. Donc je dirais que avant, c'était vraiment, j'allais dire, l'obscurité, j'allais dire la galère. On ne travaillait pas avec autant d'autonomie qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que c'est plus particulièrement les journalistes, je parle notamment de ceux de l'État, qui se font de temps en temps le devoir de s'autocensurer. Mais sinon, je crois qu'en règle générale, la liberté de la presse est consacrée au Burkina aujourd'hui. Et cette liberté de la presse est l'aboutissement, comme je le disais tantôt, d'un long combat. Et ce combat doit continuer pour que l'autocensure volontaire soit totalement éradiquée, pour que vraiment on exerce ce métier-là, comme on pourrait l'exercer aujourd'hui en France, aux États-Unis. Mais en tout cas, on est déjà dans une bonne position dans ce sens-là. Et si je fais la comparaison avec certains pays de la sous-région, ben je crois que c'est vraiment le jour et la nuit. Et là, je salue vraiment, encore une fois, le combat que mène justement le peuple burkinabé et sa composante monde de la presse.
Vous avez été par la suite un exilé d'opinion. Véritablement, qu'est-ce qui vous avait amené à partir? Ce qui m'avait amené à partir, c'est moins l'action révolutionnaire que mène la hiérarchie que les exactions des CDR de service. Voilà. Parce qu'il fallait avoir vraiment la carapace pour pouvoir supporter ce qui se passait du côté des CDR, notamment dans les services. Parce qu'il fallait applaudir même quand tu pensais le contraire. C'était le monde, j'allais dire, la délation. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs à partir. Beaucoup de cadres de ce pays sont partis. Et je ne voudrais pas parler à leur place, mais il y avait beaucoup d'exactions qui venaient particulièrement du monde des CDR, et notamment des CDR qualifiés de CDR brouettes, pour reprendre l'expression de Sankara lui-même. Disons que Sankara, et puis une petite infime partie de ceux qui l'entouraient, croyaient vraiment à cette révolution-là. Mais la grande partie de son entourage ne croyait pas à cette révolution. Il faisait le foin, il faisait l'âne pour avoir du foin, pour ainsi dire. Et pour s'adonner à cet exercice-là, ce n'est pas facile pour tout le monde. Et moi, j'ai préféré tout simplement partir parce que je n'aime pas vivre contre mes principes éducationnels, notamment la sincérité, hein, dire ce qu'on doit dire pour que le pays avance, mais ce n'était pas la posture de beaucoup de gens de ce pays à l'époque, notamment des cercles révolutionnaires. Et l'histoire, finalement, m'a donné raison par la suite, puis ils se sont tirés les balles entre les pieds par la suite. Est-ce que vous direz qu'en termes d'idéaux, en termes d'exigences de transformation sociale telles que préconisées par la Révolution, vous n'étiez pas fondamentalement opposé aux idées de Thomas Sankara? Ah non, pas du tout. Moi, j'ai supporté cette révolution-là avec des idées très dithyrambiques. Et Sankara... Et vous y croyez à ces éditoriaux? Et j'y croyais, puisque je l'écrivais, et par principe. À l'époque, moi, je suis resté, j'allais dire, un Yatenga. J'avais le choix de ne pas écrire aussi. Alors, si j'écris, c'est parce que j'y crois. Donc, Sankara, par la suite même, m'a appelé dans le bureau, au niveau du bureau de presse de son cabinet, que dirigeait à l'époque Bazier, Hubert. Nous étions un groupe de 3 ou 4 qui animait le bureau de presse au niveau de la présidence. Parce que non seulement j'ai servi sous ces herbeaux comme directeur de la presse, et à l'époque, Sankara était secrétaire d'État et chargé de l'information. Et c'est lui d'ailleurs qui m'avait appelé quand j'étais à Bobo, comme responsable régional de l'information à Bobo, pour venir justement auprès de ces herbeaux pour diriger sa presse. Et donc, moi, je n'ai absolument rien contre Sankara. Sankara m'estimait, et moi, je l'estimais beaucoup. Mais il ne pouvait pas tout maîtriser, il ne pouvait pas tout voir. Tout ce qui était autour de lui ne voulait pas forcément du bien. Et quand vous faites ce constat-là, normalement, vous devrez tirer les conclusions. Sinon, vous risquez finalement de subir le pire. Et pour éviter de subir le pire, il fallait tout simplement bouger, changer de terre. On dit que la terre est large, la terre est vaste. Si ça ne vous plaît pas ici, essayez de bouger un peu pour voir ce que Dieu vous réserve là. Effectivement, j'ai quitté ce pays avec l'intention d'aller à Dakar. Et ma première escale, c'était à Abidjan. Et quand je suis arrivé à Abidjan, moins de 10 jours, j'ai eu du boulot. J'ai eu du boulot toujours dans le domaine de la presse. J'ai d'abord été directeur d'un magazine économique. Et ensuite, j'ai été sollicité au niveau de l'hebdomadaire Fraternité Hebdo. Et puis ensuite, il y a eu la naissance du journal panafricain Voix d'Afrique, qui était un concurrent sérieux d'ailleurs du Jeune Afrique à l'époque. Et il y a eu un concours, on a recherché des gens. J'ai participé à ce concours et j'ai réussi. Et on m'a appelé et j'ai exercé là comme directeur des rédactions de Voix d'Afrique.
Je voudrais qu'on revienne sur la parenthèse du CMRPN. C'est un régime qui, dans l'histoire sociopolitique de ces pays, a été présenté, en tout cas par une partie de l'opinion, comme un régime assez répressif par rapport aux libertés syndicales et aux libertés d'opinion. Est-ce qu'en tant que journaliste, patron de la presse présidentielle, vous étiez dans cette posture-là de l'intellectuel qui apporte quelque part la justification intellectuelle au musellement de l'opinion publique? Mais vous savez, à l'époque, la presse n'était pas aussi florissante qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'organe d'information au niveau de la présidence. Le seul organe privé à l'époque, dont on peut dire que c'était vraiment un organe privé, même s'il était rayonnotypé, et c'était, par la suite, il fut carrément imprimé, c'était l'Observateur. Donc, je n'étais pas tenu même d'écrire. J'étais surtout tenu d'informer le chef de l'État à travers la revue de presse que je lui faisais tous les matins. Alors, ce 20 octobre, la presse burkinabé a célébré la Journée nationale de la liberté de presse. Une étude menée sur le sujet évalue à 2,43 la note sur 5 que l'on pourrait attribuer à la liberté de presse dans notre pays. De la connaissance que vous avez de l'exercice de cette liberté, est-ce que vous direz que cette note correspond à la réalité? Vous donnerez plus ou moins? Ou bien la même chose? Ça, je ne connais pas leur barème, je ne connais pas leurs critères, et ce serait hasardeux de ma part de me prononcer sur cet aspect-là. Parce que 2,43, on est à peu près à 2,50, on dirait que, bon, c'est à moitié. Mais je crois que la liberté de la presse s'apprécie surtout sur le terrain, sur la pratique que font les journalistes de leur métier. C'est surtout ça qui compte. Et je crois que le Reporters sans frontières a vu juste en estimant que le Burkina Faso est le premier pays dans l'espace francophone où on peut parler effectivement de liberté de la presse. Mais cette fois, ce sont des acteurs nationaux exerçant sur le terrain de la pratique professionnelle qui apprécient l'état de cette liberté et estiment que nous sommes à mi-chemin. Oui, peut-être. De toute façon, la liberté de la presse, c'est un combat permanent. Et je pense que c'est peut-être mieux comme ça que nous disions que nous sommes à mi-chemin. Ce serait très grave si on disait que nous avons fait tout le chemin. À ce moment-là, on risque de ne plus garder l'arme au pied, on risque de baisser les bras, et ce serait très, très suicidaire, très dangereux. Et je pense que c'est une bonne vision des choses comme ça. Des facteurs limitants, comme la non-application de la convention collective et les salaires jugés insuffisants que vous, patrons de presse, vous payez, ont été mis à l'index. Est-ce que vous vous sentez interpellé? Personnellement, je ne me sens pas interpellé. Je fais partie des rares patrons de presse aujourd'hui, pour ne pas dire même, si je dis je devrais même dire un des très rares patrons de presse qui applique la convention collective. Et je sais ce que ça coûte à la maison. Les salaires ont pratiquement été, les choses sont partis à un pic qui nous cause beaucoup de problèmes aujourd'hui. Mais nous faisons avec. Et ça, c'est depuis 2013, s'il vous plaît. Et depuis 2013 aussi, il n'y a pas un seul jour où nous n'avons pas paru. Donc, la convention collective, moi, je l'applique. Mais beaucoup de gens ne l'appliquent pas. De ça, je concède avec vous. Mais c'est à eux peut-être que cette question s'adresse, et pas à moi. Les journalistes du pays sont relativement bien payés, comparativement en tout cas aux autres journalistes de la presse. Je ne vous le fais pas dire, mais vous pouvez leur poser la question. D'accord. Alors, l'actualité de la semaine, on a eu une tentative de coup d'État déjouée. Une trentaine d'hommes essentiellement de l'ex-régiment de sécurité présidentielle avec à leur tête l'adjudant-chef Gaston Coulibaly qui devait passer à l'acte le samedi 8 octobre à minuit. Attaquer le palais de Kossam et prendre le pouvoir par la force des armes, c'est une information qui est tombée ce vendredi. Une information livrée au cours d'une conférence de presse par le ministre Simon Compaoré en charge de la sécurité intérieure. Comment est-ce que vous avez accueilli cette information? Je l'ai appris comme tout le monde. Gaston Coulibaly, heureusement que ce n'est pas un Coulibaly comme vous, que j'imagine, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, moi je l'ai appris comme tout le monde. Cette tentative d'action de déstabilisation, je l'ai appris comme tout le monde.
On pensait les tentatives de putsch à jamais révolu depuis l'expérience malheureuse du 16 septembre avec le putsch du RSP. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la conjoncture sociopolitique nationale est favorable au fait que, jusqu'à présent, des gens continuent à vouloir perpétrer des coups d'État? Vous savez, moi je pense que le pouvoir relève aussi, le pouvoir politique relève aussi du domaine de la dialectique. C'est un domaine où les pôles positifs et les pôles négatifs s'entrechoquent, parfois s'accordent, mais c'est la dialectique. Quand vous avez exercé le pouvoir, je prends le cas précis du Burkina pendant 27 ans, et que brusquement vous vous retrouvez hors de ce pouvoir, je crois que humainement on peut comprendre qu'il est toujours mieux que ceux qui l'exercent, ce pouvoir-là aujourd'hui, soient très vigilants et qu'ils ne se disent pas que je peux dormir totalement sur mes deux oreilles, je peux dormir de mes deux yeux, il n'y a rien en face, c'est maïs, ce serait très dangereux. Et moi, en tant que démocrate, en tout cas je m'estime démocrate, je pense que par principe, je condamne toute prise du pouvoir par la force. Donc les tentatives de coup d'État, les coups d'État, je souhaiterais vraiment que ce soit révolu à jamais. Mais cela ne doit pas exonérer ceux qui sont là, qui exercent le pouvoir, cela ne doit pas les exonérer de continuer à pratiquer la gouvernance vertueuse. Quand la gouvernance est vraiment vertueuse, vous enlevez toute raison aussi de faire un coup d'État à ceux qui voudraient le faire. Donc moi je pense qu'il faut que la gouvernance soit permanemment vertueuse, il faut que la vigilance soit toujours de rigueur, il faut que le renseignement fonctionne très bien et il faut que ceux qui sont chargés de cette sécurité aient les moyens de leur action. Alors, l'attaque de la maison d'arrêt et de correction des armées afin d'y libérer les détenus est aussi présentée comme l'un des objectifs des conjurés du 8 octobre. Pour le général Pengronoma Zagré, chef d'état-major général des armées, ce sont des nostalgiques qui n'ont pas encore compris le message et qui continuent de se bercer d'illusions. Et là, je le cite. Vu comme cela, vous pensez que c'est un baroud d'honneur perpétré par des rivers qui entendent reconquérir leur paradis perdu? Mais on peut interpréter ça comme ça. On peut interpréter ça comme ça. C'est comme je le disais. Tout pouvoir perdu, ceux qui l'exerçaient ont toujours tendance à le récupérer. Mais tout dépend de la manière de la récupération. Si vous cherchez à récupérer ce pouvoir par la voie des urnes, de façon démocratique, là, il n'y a rien à dire. Mais si vous voulez récupérer ce pouvoir-là par la violence, en laissant sur vos traces des cadavres, je pense que c'est difficilement acceptable. Ce n'est même pas acceptable. Dans cette affaire, l'adjudant-chef Gaston Coulibaly est présenté comme le chef des présumés putschistes. Il est dans son affaire avec un certain nombre, avec un sergent, et puis le reste, ce sont des militaires du rang. Jusque-là, il n'a pas encore été formellement établi, en tout cas, qu'il y a des connexions au plan civil ou de formation politique tendant à remettre en selle l'ancien régime. Vous pensez qu'il pourrait reprendre ça à son compte? Je ne connais pas ce Coulibaly Gaston dont vous parlez, ni en photo, ni en peinture, ni physiquement, je ne le connais pas. Mais je dis qu'il est temps, finalement, qu'en ce 21e siècle, on cherche à conquérir le pouvoir par la voie de la légalité et de la légitimité. Dans l'enquête sur cette tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, une calache et des cartouches de munitions ont été saisies. Cependant, dans l'opinion, certains ne cachent pas leur scepticisme quant à la véracité de cette tentative de putsch. Leur argument est qu'on ne peut pas prétendre prendre le pouvoir avec une kalachnikov et quelques munitions. Vraie tentative de déstabilisation des institutions de la République ou vrai faux coup d'État? Quelle est votre opinion? Je ne sais pas. Je pense qu'il s'agit d'un commando. J'ai entendu cette version-là qu'il s'agit d'un commando. Et un commando, normalement, par principe, est composé d'éléments très bien formés
qui ont une très belle stratégie. Donc, de ce point de vue, c'est peut-être possible. Mais effectivement, de prime abord, il est difficilement imaginable qu'on puisse prendre le pouvoir avec quelques kalachnikovs. Mais c'est une question de stratégie. Je n'ai pas de culture militaire. C'est peut-être possible, mais je n'en sais rien. Mais toujours est-il que il est temps, tout simplement, que nous songions à arrimer le Burkina Faso à la démocratie, à la bonne gouvernance, à l'amour, à la fraternité, pour que vraiment ce pays puisse aller dans le sens, dans le bon sens, et que tous les petits coups tendant à déstabiliser, finalement, s'arrêtent. Parce qu'on a tellement de choses à faire, et toutes ces tentatives-là ternissent d'une certaine façon l'image même du Burkina Faso. Mais je me dis que quelque part, c'est normal. C'est la lutte pour le pouvoir. C'est la lutte pour le pouvoir. Mais si vous essayez, ça veut dire que vous vous attendez aussi à tout. Et donc, le pouvoir doit vraiment développer beaucoup d'initiatives pour justement éviter justement la perpétuation de ce genre d'action. À la suite de l'incident du pont du Nazinon, où 2 comploteurs présumés ont été tués, le cerveau du groupe envisageait, selon le ministre Simon Compaoré, de créer une mutinerie au sein de l'armée, puis une rébellion par la désinformation via les réseaux sociaux. Les mêmes acteurs sont accusés d'être dans l'attaque de la poudrière de Yimdi en janvier 2016. Est-ce que vous direz qu'il y a un problème RSP dans l'armée burkinabé en dépit de la dissolution de ce corps qui est intervenu après le putsch de septembre 2015? Vous m'interrogez dans un domaine, vous posez des questions dans un domaine que je ne maîtrise pas du tout. Le respect, l'armée, vraiment, je n'ai pas de culture du tout militaire. Et je n'ai pas de formation militaire suffisante qui puisse justement me permettre de répondre de façon certaine à ce genre de questions. Parce que je dis tout simplement que 27 ans d'exercice du pouvoir, c'est suffisamment long. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les effets pervers d'une extrême longévité politique. Partout où quelqu'un est resté au pouvoir, sur le continent africain, pendant des décennies, quand il s'en va, il faut s'attendre à des actes de déstabilisation. Et ça, c'est normal. Et c'est valable, ce que je dis est valable pour le Libéria, pour l'Éthiopie, pour l'Ouganda, pour le Rwanda, et ainsi de suite. On peut multiplier les exemples à l'infini. C'est une constante sur le continent africain. Lorsque quelqu'un dure au pouvoir, quand il s'en va, il y a cette tendance à installer le chaos de la part de certains individus. Et ça, c'est humainement, ça peut se comprendre. Voilà. Mais c'est ce qui exerce le pouvoir aussi, de prendre en compte cette donnée, hein, et de tout faire pour limiter en tout cas les dégâts, pour frayer aussi leur passage en ne perdant jamais de vue la bonne gouvernance, la gouvernance vertueuse. C'est ça, à mon avis, l'antidote. Le vrai antidote des coups d'État, c'est vraiment ça. Si vous faites un coup d'État contre le peuple, c'est difficile. Quand ce même peuple sait que vous appliquez une gouvernance vertueuse, quand ce même peuple sait que le pouvoir est très très proche de lui, quand ce même peuple saisit toute l'importance de conserver ceux qui sont là, parce que ceux qui sont là travaillent pour le peuple, pour la postérité, pour le pays. Je pense que c'est la meilleure façon de choses. Alors, cette longévité au pouvoir, s'agissant du président Compaoré, vous l'avez dénoncé dans un éditorial qui fait date, janvier 2010, un édito que vous aviez intitulé d'ailleurs « Bonjour 2010 ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir eu un écrit prophétique? C'est à vous d'en juger, c'est au lecteur d'en juger.
Mais moi, je pense effectivement que ce qui est arrivé allait inéluctablement arriver. Parce qu'il est difficile. Il est difficile d'exercer continuellement le pouvoir contre la volonté d'un peuple. Il est très difficile. C'est comme disait Modibo Keïta, il est difficile, il est facile de tromper le peuple, une partie du peuple, une partie du temps, mais il est très difficile de tromper tout le peuple, tout le temps. Et donc, quand j'utilise le terme tromper, ça renvoie encore à la gouvernance démocratique, à la gouvernance économique. Je pense que les mandats renouvelables de 4 ans ou 5 ans, ou combien renouvelables une seule fois, c'est vraiment, il faut que l'Afrique ait cette culture-là, commence à aller résolument vers cette posture. Sinon, on aura encore des lendemains qui déchantent. Ceux qui arrivent au pouvoir, à la fin de leur mandat, on peut leur refaire confiance à travers un second mandat, mais après, même si le peuple les sollicite, il vaut mieux tout simplement qu'ils s'en aillent, parce qu'ils ne sont pas indispensables. Alors, à Kerboulé, dans le Soum, c'est 18 octobre, ce qui ressemble fort à une expédition punitive a été perpétré par des hommes non encore identifiés contre les groupes d'autodéfense encore appelés Kolwego. Les affrontements ont fait 4 morts, en tout cas c'est le bilan qui nous a été livré. Le Burkina est-il en passe de devenir un Far West, un genre de remake de Django Arrive, préparez vos cercueils? C'est un très beau titre de film western. C'est possible que le Burkina en arrive un jour à ce stade. Mais je dis que c'est le peuple burkinabé, l'ensemble du peuple burkinabé, de tout faire pour que cela n'arrive pas. Ça veut dire donc que dans cette région, à mon avis, il faut beaucoup de présence militaire. Il faut beaucoup de présence militaire. Il faut que ces militaires-là soient bien équipés, bien formés. Et il faut également que le renseignement fonctionne très bien. Et que les Kolwego soient vraiment utilisés, j'allais dire, dans le très bon sens, dans un sens patriotique, dans un sens politique. Parce qu'ils peuvent, ça peut être des supplétifs de notre armée. Les Kolwego ont défrayé la chronique il y a quelques temps de cela. Oui, l'opinion ne s'est même pas finalement jusqu'à présent accordée sur la nécessité ou non de les avoir. Oui, mais c'est peut-être le mauvais usage qu'on fait d'eux. Le jour où on voit les Kolwego, les autorités, les parents du peuple vont s'asseoir, il faut même des états généraux avec les Kolwego, à mon avis, pour qu'on définisse une ligne, tout simplement, de conduite, et pour que la part de responsabilité de chacun soit établie, les parts de devoir soient également tracées, pour que, en synergie, Kolwego, forces de défense et de sécurité puissent travailler la main dans la main. Et ça, c'est possible. C'est une question de vision. Il faut se consacrer exactement qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, et pour justement aller dans le sens d'une collaboration très synergique au bénéfice de la nation. Ce sont des enfants de ce pays, et je pense qu'ils ont montré aussi suffisamment leur volonté d'accompagner ce pays. C'est vrai que ce n'est pas partout. La vision des Kolwego est différente d'une région à l'autre. Il y a des régions où les Kolwego n'ont pas de problème du tout. Ils font correctement le travail. Et ce travail est très bien apprécié. Donc, il s'agit maintenant d'avoir une vision globale, tout simplement pour travailler, pour que Kolwego, militaires et paramilitaires, puissent vraiment assurer la sécurité de ce pays. Ce sera, à mon avis, très dangereux de les écarter totalement, définitivement, parce qu'on est déjà allé un peu trop loin avec eux. Il s'agit tout simplement maintenant de voir comment on peut rendre opérationnelle une collaboration très fructueuse avec ça. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Ça mérite vraiment une véritable réflexion. Quand vous dites qu'on a allé un peu trop loin avec eux, est-ce que vous êtes en train de dire que la République
doit se mettre à genoux devant des hommes en armes. Je ne sais pas ce que je dis du tout. Je dis seulement qu'on parle de couleurs depuis très longtemps. On parle de couleurs depuis très longtemps. S'ils ont posé des actions négatives, mais ils ont posé également des actions positives. Et je dis que maintenant, il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'ensemble, avec une vision, on s'asseye pour voir ce qu'il peut. Il faut qu'on formalise la collaboration, qu'on légalise, qu'on formalise la légalisation, qu'on la rende formelle. Voilà, avec la part de devoirs et de droits de chacun. Alors, au cours de cette même conférence de presse, le ministre de la Sécurité intérieure a aussi annoncé le démantèlement d'un réseau engagé à installer une Katiba dans la région de l'Est. C'est une information qui est pratiquement passée inaperçue dans les médias. Faut-il prendre au sérieux la menace de voir certaines régions du pays passer sous le contrôle de groupes terroristes et djihadistes, comme c'est le cas au Nigeria ou au Mali? Moi, je pense, je ne suis pas militaire encore une fois, mais je pense que pour tout ce qui concerne la sécurité, il ne faut rien négliger. Quand vous avez des prémices, il faut les prendre au sérieux pour éviter d'être surpris. Et on ne perd rien en prenant ces choses-là, les prémices, au sérieux. Il semble que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc il faut faire comme si vous étiez en face d'une réalité et puis trouver les éléments qui vous permettent justement de vous protéger, tout simplement. Parce que parfois la négligence peut être très très mortelle. Vous négligez certains signaux, ça peut vous éclater à la face un jour. Alors, une actualité beaucoup plus consensuelle d'un point de vue de son acceptation par l'opinion publique, c'est cette visite effectuée par le président Roch Kaboré au Vatican. Le pape François y a salué le dialogue interreligieux au Burkina. Est-ce que vous direz qu'il s'agit d'un train qui arrive à l'heure et qui mérite cependant qu'on en parle? Les trains de ce genre-là, même quand ils arrivent à l'heure, il faut en parler. Parce que le Burkina Faso, c'est un pays de prière, c'est un pays de foi. Et le Burkina Faso, dans la sous-région, jusqu'à une date récente, était un pôle de stabilité et de paix. Et je dis que, par ailleurs, le Burkina Faso abrite la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel. Le Burkina Faso, c'est également l'OCADES. Et le Burkina Faso, c'est le pays où le dialogue interreligieux est une réalité. Dans la même famille, vous pouvez trouver un prêtre, un pasteur, un musulman, un animiste. La cohabitation est parfaite. Et les fêtes religieuses sont vécues par tout le monde dans le même élan. Donc pour toutes ces raisons, je pense que le pape a bien fait de recevoir le président Kaboré, de recevoir le président Kaboré, Roch Christian Kaboré. Et je pense également qu'il a bien fait de l'inviter pour venir ici. Ce sera un grand événement. Vous savez, quand le pape arrive dans un pays, ce qu'il fait, enfin ce qu'il m'a été donné de souvent voir, hein, il baise la terre du pays. Et c'est très fort comme symbole. C'est une bénédiction profonde, immense pour un pays. Et je pense que c'est une bonne chose, effectivement, que ce voyage-là ait eu lieu et que, en retour, ce serait une bonne chose que le pape nous rende visite. Je vous prends au mot, le Burkina Faso est un pays de foi, le Burkina Faso est un pays de prière, le Burkina Faso est également un pays laïque. Est-ce que, vu comme ça, la République a mal à sa laïcité? Moi, je pense qu'au Burkina Faso, on n'a même pas besoin de parler de laïcité. La laïcité même est là. Elle existe avant même le mot. Ce n'est pas comme en France. Burkina Faso, je disais tout à l'heure que dans la même famille, vous trouvez tout. C'est déjà une forme de laïcité. La laïcité, la finalité, c'est quoi? C'est l'acceptation de chacun, de tout le monde. C'est la vie commune, la vie de chacun qui ne dérange personne, qui donne toute liberté de foi, de manifestation. C'est déjà une forme de laïcité. Et moi, je pense que
Nous avons dépassé même la laïcité, à mon avis. C'est-à-dire que nous vivons vraiment... La laïcité, c'est l'harmonie. Et c'est tout le combat d'ailleurs de la France aujourd'hui. Et nous vivons déjà dans l'harmonie, avec tout le monde, avec tous nos frères. Et ça, c'est un avantage, j'allais dire même divin. Et il faut faire en sorte que ça continue de perdurer. Est-ce que le modèle burkinabé de dialogue interreligieux peut prémunir le pays des extrémismes et des dérives communautaires et identitaires sur le fond d'appartenance religieuse au regard de l'environnement sous-régional marqué notamment par la montée de la menace du terrorisme islamiste? Je ne pense pas que c'est un ressort sur lequel on peut s'appuyer. Est-ce qu'on est à l'abri? Comme je le disais, on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien dans cet environnement très très hostile. Hein. Vous avez le Niger, vous avez le Mali, vous avez la Côte d'Ivoire, où les djihadistes ont déjà posé leur signature. Mais on est à l'abri de rien. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on fasse beaucoup attention et qu'on ait des politiques préventives en matière de sécurité. Sinon, on est à l'abri de rien. Il n'y a pas de risque zéro en matière de sécurité. Alors, l'actualité politique nationale, c'est l'apparition sur la scène politique de la CODER. Donc, 8 partis de l'opposition ont créé ce dimanche la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, avec à sa tête le docteur Ablassé Ouedraogo du parti Le Faso Autrement, allié dans ce regroupement avec ses adversaires d'hier de l'ex-majorité et de la mouvance Compaoré. Justice, paix, réconciliation nationale et relance économique sont les ambitions de la CODER qui entend transcender les clivages majorité-opposition. Comment vous avez accueilli la naissance de cette coalition-là? Nous sommes dans un pays de liberté, nous sommes dans un pays de démocratie. Tout regroupement humain a le droit de créer des structures allant dans le sens de la consolidation de notre vie démocratique. On peut pas, sinon c'est très, très dangereux, pourvu que les formes soient respectées, la légalité soit respectée. Cela dit, j'ai une crainte. C'est-à-dire que les créations, tous azimuts de structures, l'atomisation du paysage politique peut conduire aussi à un certain affaissement, à un certain affaissement, à une certaine faiblesse de l'opposition. Parce qu'il est difficile de concevoir une opposition forte et en même temps atomisée. En tant que démocrates, nous aspirons tous à ce qu'il y ait une opposition forte qui joue un rôle de contre-pouvoir face à ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui. Et c'est ma seule crainte. Sinon, je pense que les gens ont le droit de créer des structures d'expression politique. C'est tout à fait normal. Mais justement, cette revendication d'opposition forte, elle devrait se faire autour de quelle plateforme? Parce que ce que nous observons sur la scène politique nationale, c'est que nous avons des adversaires irréductibles d'hier qui sont obligés de se retrouver par la force des choses à l'intérieur d'un carcan institutionnel qui s'appelle aujourd'hui le CEFOP pour s'opposer sans que véritablement au plan politique ni idéologique qu'ils ne partagent les mêmes ambitions. Comment on peut fédérer un peu tout ça? Quelle est la base sur laquelle ils peuvent se retrouver? Ça, c'est une question qui s'adresse essentiellement au chef de file de l'opposition. Mais moi, je pense que c'est possible toujours à tout moment de se retrouver. Je pense que la nation, à chaque moment, à chaque étape de son histoire, est traversée par des difficultés, par des courants de toutes sortes. Mais avec la volonté et la détermination, on peut toujours se retrouver et puis arrêter une ligne directrice. Ça, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Votre question
est tellement, comment dirais-je, multiforme, multidirectionnel, qu'il est difficile de répondre vraiment par un oui ou par un non. Mais je pense qu'il faut faire confiance à l'opposition burkinabé. Je crois que quand chacun sera allé un peu de son côté, viendra un jour la nécessité de se retrouver face à un péril politique, face à un péril social, ou face tout simplement à un objectif politique. Justement, la CODER présente la situation burkinabé. Elle dit que la situation est désastreuse. C'est désastre. Est-ce que vous le voyez? Ben, je ne peux pas deviner ce désastre, mais je pense que c'est bien tout ça, c'est bien tout ça. Ça fait partie de la vitalité politique de ce pays. Vous savez que cette opposition entre les hommes au sein du CFOP, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même après l'élection, les oppositions larvées se sont manifestées finalement. Et donc moi je pense que au-delà de certains problèmes de personnes qui sont inévitables, je pense que l'objectif final sera tout simplement de se regrouper. Hein. Mais il faut que les conditions de ce regroupement aussi soient créées. Et c'est l'histoire parfois qui crée les conditions du regroupement. Alors, je voudrais que l'on s'arrête sur deux mots. Tolérance et pardon, ce sont les valeurs prônées par la CODER. Quelle est votre compréhension de la tolérance et du pardon dans le Burkina post-insurrectionnel? Moi, je redoute tout pardon qui s'apparenterait au pardon que nous avons vu en 2000. Et la journée nationale de pardon. 2001 2001, oui, 2001. Et j'ai peur de ce genre de pardon-là. Moi, je dis que le véritable pardon consisterait à faire en sorte que le bourreau soit identifié, que la victime soit identifiée, que le bourreau demande lui-même le pardon à sa victime et que tout ce qui s'est fait d'odieux soit effectivement expliqué. À ce moment-là, la victime peut accepter le pardon. Mais tu vas pardonner à quelqu'un qui est fictif, que tu ne connais même pas. Et tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait. Quelle est sa part de responsabilité dans ce qui t'arrive. Tu vas le pardonner comment? C'est ce qu'on appelle pardonner à des fantômes. Ça me semble un non-sens. Moi, je pense que le véritable pardon doit passer par la justice. Sinon, tout pardon qui... C'est aussi la position du MPP qui dit oui à la réconciliation, mais qui exige la vérité et la justice d'abord. Oui, je pense que le MPP n'a pas tort. Je pense que le MPP n'a pas tort. Parce que sinon, ce pardon-là, ce serait un pardon bâti sur du sable mouvant. Et ce genre de pardon, c'est très dangereux. Parce que ça peut revenir un jour comme un boomerang. Et ce serait très, très dommageable. Aussi bien pour le bourreau que pour la victime et pour l'homme politique. Donc, c'est une épreuve de courage, tout simplement. Il faut que nous ayons le courage de se pardonner sur la base de la visibilité, de la transparence, de la connaissance des dégâts qui ont été causés et de leurs auteurs. Tout pardon qui ne passerait pas par ces étapes-là, par ces cases-là, à mon avis, c'est des pardons fictifs. Et ce n'est même pas des pardons. Un pardon fictif n'est jamais un pardon. Alors, prenant prétexte d'une critique sur le projet de nouvelle constitution, la coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection, qui est une ONC parmi tant d'autres, elle parle de poursuite de l'impunité. Je cite cette OSC, et de libération des détenus et de cabales politico-judiciaires contre le peuple pour blanchir certains suspects comme Blaise Compaoré et ses amis sous le prétexte honteux d'une réconciliation nationale. C'est un peu ça votre posture aussi? Oui, c'est un peu ça ma posture. C'est un peu ça ma posture. Il faut une vraie réconciliation. Il ne faut pas seulement une réconciliation, mais une vraie réconciliation. Et qui se bâtit justement sur la vérité.
toute réconciliation qui ne se bâtirait pas sur la vérité, à mon avis, n'est pas une réconciliation. On aurait tout simplement ajourné le problème. Et les problèmes ajournés peuvent revenir à votre visage, éclater à votre visage de façon plus dangereuse encore. Alors, abordons à présent le feuilleton politico-judiciaire, ou disons médiatique et judiciaire de la CAMEG qui fait perdre le souffle aux malades. La semaine dernière, le ministre de la Santé était devant les députés. Il a bénéficié du soutien du président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, qui décrit la CAMEG comme une nébuleuse mafieuse avec des tentacules, notamment même au niveau de la presse. Et l'action entreprise par le ministre Smaïla Ouedraogo est décrite par le président Salif Diallo comme la poursuite d'une meute d'hyènes. Vous pensez quoi de cette affaire CAMEG et de ces prises de position du président de l'Assemblée nationale? Mais je pense que la CAMEG, là, à mon avis, est une institution, c'est une association, si je comprends bien, qui a servi, à mon avis, des intérêts multiformes. Les intérêts de la population, les intérêts des membres de l'association, des intérêts de toutes sortes. Et de ce point de vue, la CAMEG est une sorte d'abbaye de Thélème. Et moi, je pense que ce qui manque à la CAMEG, c'est peut-être un audit aujourd'hui, un audit de vérité. Il faut un audit de vérité. Un audit qui passe dans tous les coins et recoins pour nous sortir la réalité qui est ce que couvre la CAMEG. Et sans ça, sans cet audit-là, de vérité-là, je pense qu'on a beau gesticuler, on continue de gesticuler, on n'avancera pas. Moi, ça, c'est maintenant par rapport à l'intervention de Salif Diallo, qui qualifie la CAMEG de structure mafieuse et tout et tout. Peut-être qu'il a les preuves de ce qu'il dit. N'oublions pas de vue que quand même Salif Diallo, c'est un homme politique qui est sur la place depuis fort longtemps. Et la création de la CAMEG ne lui est pas passée inaperçue. Et donc, de ce point de vue, c'est une voix autorisée qui peut parler effectivement de la CAMEG, beaucoup plus que toi et moi. D'accord. En mission d'explication du PNDS à Tenkodogo, le Premier ministre Paul Kabatiba dit qu'il va prendre ses responsabilités et que la rupture des médicaments était la ligne rouge à ne pas franchir dans la bagarre entre les protagonistes de la crise de la CAMEG. Alors, quelle analyse vous faites de cette prise de position de Paul Kabatiba? Mais si j'ai bonne mémoire, je crois que nous avons été rassurés sur ce point-là par une autorité administrative de la CAMEG qui disait qu'il ne sera jamais question que des médicaments manquent à la CAMEG. Je ne sais pas si je l'ai bien comprise. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de ruptures, mais le ministre, disons là, on estime aujourd'hui que cette rupture, ce sont des ruptures qui existaient même en dehors de la crise actuelle. Oui. Mais la CAMEG est bien prévenue. Elle n'a qu'à prendre donc toute disposition pour éviter toute rupture profonde qui pourrait être dommageable pour la santé des populations. Et je crois que s'il y a une crise à la CAMEG, ça n'empêche pas de continuer à faire des prévisions, puisque la boîte continue quand même d'être administrée jusqu'à aujourd'hui. Alors, la réaction du chef du gouvernement est jugée tardive par une partie de l'opinion qui lui reproche une certaine forme d'attentisme dans ce dossier. Ben, ça, c'est le Premier ministre qui peut répondre à cette question. Mais je pense que... Oui, mais vous, en tant qu'observateur, est-ce que vous pensez que le Premier ministre, en faisant sa sortie à Tenkodogo, je ne dirais pas que c'est le médecin après la mort, mais ça y ressemble. Je peux très difficilement répondre à cette question, sauf que je pourrais dire que gouverner, c'est prévoir. Et que de ce point de vue, les autorités auraient pu voir venir justement ce qui arrive à la CAMEG. Et de ce point de vue, effectivement, les autorités sont
à un certain niveau blâmable. Parce qu'elles n'ont pas vu venir, elles n'ont pas pris le taureau par les cornes tout de suite et elles ont laissé mûrir justement la crise. De ce point de vue, l'attitude est condamnable de la part du gouvernement. En fait, pour certains, c'est carrément un aveu d'impuissance face à un ministre qui aurait comme mentor le président de l'Assemblée nationale. Ben, je ne sais pas, c'est ce que j'entends aussi. Je suis content d'ailleurs que vous ayez utilisé le mot le conditionnel, qui aurait comme mentor. Oui, bien sûr. Donc, moi, je ne peux pas certifier, je ne peux pas affirmer qu'effectivement, le président de l'Assemblée nationale, c'est le mentor du ministre de Ismaïla. Mais toujours est-il que la réalité de la CAMEG est là. Et je pense, à mon humble avis, qu'il est temps d'y mettre fin. Il est temps que la clarté revienne le plus rapidement possible. Et ce sera tant mieux pour la CAMEG et pour les populations. Alors, toujours dans ce dossier CAMEG, le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, plaide pour la transformation de la CAMEG en société d'État, du statut d'association qu'on passe à une société d'État. Est-ce que vous pensez que c'est une piste qui pourrait véritablement permettre à la structure de faire face à ses obligations? Mais si on doit passer par là. La justification serait que on ne peut pas confier à une association le monopole de l'importation des médicaments et de la santé, de l'accès aux médicaments pour la majorité des Burkinabés. Ben, c'est un point de vue qui est défendable, effectivement. Parce que, puisqu'il y a crise, on peut dire que l'association a failli. Et si l'association a failli, il faut trouver une solution de rechange qui soit plus solide pour le bénéfice, non pas d'individus, mais pour le bénéfice des populations, tout simplement. Si la solution, c'est effectivement de repartir de zéro pour relooker administrativement, juridiquement la CAMEG, ben, il faut y aller. Et je dis qu'encore une fois, Salif Diallo connaît mieux la CAMEG que toi, que moi. Et donc, de ce point de vue, je pense que c'est peut-être une solution par laquelle il faut envisager sérieusement pour mettre fin à cette crise. Alors, on a environ 5 minutes pour aborder quelques points de l'actualité internationale. Nous allons commencer par la sortie annoncée de l'Afrique du Sud du traité de Rome, donc de la Cour pénale internationale. Le Burundi aussi est dans les starting blocks pour faire, on va dire, la même chose. Comment est-ce que vous voyez cette prise de position de pays africains qui estiment qu'il faut quitter la CPI? Je dis que dans le même temps, certains pays comme la Côte d'Ivoire sont favorables au maintien de la communauté africaine, en tout cas au sein de cette organisation. Par rapport à l'Afrique du Sud, moi je pense que ce n'est pas une surprise. Parce que Jacob Zuma n'a jamais réussi à chausser les bottes de Nelson Mandela. Quand Thabo Mbeki prenait le pouvoir, on craignait le pire. Aujourd'hui, avec Jacob Zuma, on est au-delà du pire. On est au-delà du pire. Jacob Zuma, c'est un président, j'allais dire, fantoche, qui aura ramené l'Afrique du Sud dans l'ornière démocratique. Et vous savez, Thomas Hobbes disait que l'homme est un loup pour l'homme. J'ai envie de dire que Jacob Zuma est un loup aujourd'hui pour les Sud-Africains. Parce que ce qu'il fait, son action politique, est en train de dilapider tout l'héritage de Nelson Mandela. Cet héritage, c'est aussi le sien. C'est un ancien détenu oui, mais de l'apartheid, c'est un homme politique, c'est un combattant de la liberté aussi. C'est encore plus grave. Il dilapide un héritage qui est dans une infime partie, j'imagine, aussi le sien. Ce serait encore plus grave. Ça friserait même le machocisme ou le sadisme. Et je dis que Jacob Zuma, je me demande honnêtement quel temps il lui reste pour se consacrer vraiment à la République, aux affaires de la République. Lui qui est tout le temps entre ce désir immense d'accumuler des biens, qui est partagé entre ce désir immense d'accumuler des biens et les histoires de fesses. Quel temps finalement il lui reste pour s'occuper véritablement de la République? Et je pense que Jacob Zuma
c'est un accident, en fait, dans l'histoire de la République d'Afrique du Sud. Mais je ne suis pas étonné parce que, à l'image de l'Afrique du Sud, vous avez des pays, effectivement, vous venez de les citer, comme le Burundi, j'ajouterai l'Ouganda, ainsi de suite. Mais vous savez, tous ces pays-là, on pensait au départ que la CPI allait être une sorte d'instrument qui les conforterait dans leur posture de chef d'État. Ils se sont rendus compte que la CPI, plutôt, est du côté des peuples d'Afrique. Et des peuples, si vous voulez. Alors, la CPI devient du coup un épouvantail pour eux. En fait, ils croyaient que la création, la naissance de la CPI allait les prémunir, allait les protéger contre leur propre peuple. C'est le contraire qui se passe. Donc on comprend que humainement, ils ne veulent plus de cette CPI. Mais si jamais ces pays-là quittent la CPI, mais ils rendront à jamais c'est trop dire, mais ils rendront orphelines leur nation. L'Afrique du Sud reste orpheline de Nelson Mandela. Tous ces pays-là, je suis heureux d'ailleurs de constater que ce ne sont pas des pays qui pratiquent une gouvernance politique vertueuse. Ni une gouvernance politique, ni une gouvernance économique vertueuse. Donc, de ce point de vue, je me demande si ce n'est pas même mieux qu'ils partent. Parce qu'ils sont là, ils martyrisent leur peuple, ils n'apportent rien. L'Afrique du Sud aura beaucoup reculé ces 2 dernières années. Depuis le scandale de Nkandla jusqu'à d'autres affaires, c'est devenu une république finalement toute gondouanaise. Et l'Afrique du Sud, de ce point de vue-là, est méconnaissable aujourd'hui. Alors, dernière question, c'est la situation en Syrie avec le drame humanitaire qui se joue à Alep. À la limite, à l'indifférence de la communauté internationale, comment est-ce que vous voyez cette situation de cette ville martyrisée, de ces populations prises en otage au service d'intérêts qui n'ont rien à voir avec celui de l'humain? Oui. Quand un chef d'État devient un vampire pour son propre peuple, quand un chef d'État devient un loup pour son propre peuple, là, on est allé au sommet du ridicule et de la tragédie. Mais le plus grave, c'est le silence de la communauté internationale. C'est l'impuissance de la communauté internationale face justement aux agissements du Syrien Assad et de ses alliés. Et là, ça montre ce qui se passe en Syrie doit convaincre que finalement, la perception du pouvoir politique dans beaucoup de pays se fait en termes de privilèges, d'avantages, de prébendes, et non pas en termes de responsabilité, de devoir à accomplir pour le bien de son peuple. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Madame, monsieur, c'est la fin de votre émission. Tout de suite, le journal de 20h avec Nathalie Kaoré. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir.